À la une de ce journal, le président Alassane Ouattara, face au Parlement ce jour, a tenu un discours. Des programmes ont été annoncés par le chef du gouvernement, parmi lesquels un plan Marshall pour la jeunesse. Et la Bourse régionale des valeurs mobilières a procédé à la cérémonie de première cotation marquant l'admission à la cote de la BRVM de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, une cotation qui mobilisera 36 milliards de francs CFA. Abidjan accueille un forum depuis ce mardi, Agri-Finance 2023, et ce autour du thème « Quel système alimentaire durable pour un développement socio-économique et environnemental en Afrique ?» Et en marge de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une trouvaille du programme national pourrait changer la donne. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de l'information. 2 sessions ordinaires par an et non une comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la proposition d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Proposition faite lors de la désormais traditionnelle adresse au Congrès sur l'état de la nation, ce mardi 25 avril au Sofitel, Hôtel Ivoire, devant les 2 chambres réunies. Le chef de l'État ivoirien a aussi annoncé, mais cela n'est pas une proposition, un plan Marshall pour la jeunesse. Nous retrouvons Issa Badini depuis l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire au terme d'une cérémonie qui aura mobilisé toute la République. L'exercice commence à plaire du côté de la Guinée-Brié car c'est la 3e fois que le président Ouattara s'adresse à l'Assemblée nationale et le Sénat réunis sur la vie de la nation. 41 minutes au chrono où le président est allé partout et partout là où besoin se fait sentir, l'économie, la santé, l'agriculture, le sport. Voilà, c'est un président comme à son habitude, distribuant des bons points et de très bons, mais reconnaissant tout de même que la situation internationale est difficile, mais malgré tout, il ne change pas de cap car sa vision, selon lui, est claire. Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs. Et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Les perspectives économiques sont donc favorables, même si le gouvernement doit demeurer attentif en raison des incertitudes liées à une situation internationale instable. Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. L'une des grandes annonces de cette rencontre aura été la modification de la Constitution que le président a proposée, permettant à l'Assemblée nationale de pouvoir se réunir 2 fois dans l'année et non pas une seule fois comme c'est le cas depuis un certain temps. Alors, les modifications que je propose visent entre autres l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. Il a, dans la foulée, annoncé que la Constitution sera modifiée pour la rendre conforme aux réalités du moment. Le fait majeur à retenir, c'est le changement du nombre de sessions pour avoir un travail cohérent qui coïncide avec les vacances de l'exécutif. Parce qu'avec la session unique, pendant que l'exécutif était en vacances, nous on travaillait, et pendant qu'il travaillait, nous on était en vacances. L'année de la jeunesse, vous l'avez si bien entendu, c'était l'annonce du président Ouattara à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et oui, il est revenu encore sur la question, et cette fois, pour lui, c'est un véritable plan Marshall qui est annoncé pour la jeunesse durant cette année 2023.
En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. 302 parlementaires présents sur 350 possibles dans cette salle de l'auditorium du Sofitel l'Ivoire. Il y avait également le Premier ministre de la République, le vice-président de la République, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les chefs coutumiers et religieux. Bref, c'est tous les corps constitués qui sont présents à cette messe du président Ouattara face à la nation et surtout face à son congrès. Et ce sont des participants qui ressortent ravis. Du discours du président, je retiens que la Côte d'Ivoire a regagné sa place dans les nations, qu'elle va bien et que c'est l'année de la jeunesse, que le président a dépêché ses ministres pour que chaque jeune puisse demain s'intégrer dans la nation ivoirienne. Le fait même de faire l'état de la nation, c'est une très belle initiative. Je pense que tout un chacun vivant dans ce pays a besoin chaque année de voir dans quel état se trouve la Côte d'Ivoire et quelle est la perception des autorités. Donc moi je salue ça et c'est une très bonne chose. Ensuite, ce que les opérateurs privés gagnent, c'est de savoir où va la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait. C'est en fonction de cela que nous faisons nos projections, voyez-vous. Et je sais que tous les dirigeants du secteur privé étaient là ce matin, j'en ai croisé. Et ils sont plus ou moins apaisés de savoir que le président a une vision, a des projections et a des projets précis qu'il va mettre en œuvre. Le pays va bien, il est gouverné et toutes les indications sont au vert, selon le président Ouattara, mais pas tout à fait pour certains. Le président, à travers le gouvernement, a fait des efforts, mais il y a beaucoup encore à faire parce que nos parents vivent des réalités malheureusement. Et j'espère que l'action gouvernementale soit véritablement de mise de manière opérationnelle, de manière concrète dans les marchés. Parce que nos parents ont du mal à suivre aujourd'hui. Ce discours intervient également à moins de 5 mois des élections locales où le président, lors de son intervention, a appelé les uns et les autres à des élections apaisées. Du côté de la Bourse régionale des valeurs mobilières, il a été procédé ce mardi à la cérémonie de première cotation marquant l'admission à la cote de la BRVM de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Dénommé CRRH UEMOA 6,10% 2022-2037, cet emprunt lancé sur le marché financier a permis de mobiliser 36 milliards de francs CFA pour le refinancement de prêts au logement dans les pays de l'UEMOA. Zénab Dosso et Tima Traoré. CRH UEMOA 6,10% 2022-2037. C'est l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, présenté à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Il a été lancé sur le marché financier régional de l'UEMOA depuis janvier 2023 en vue de mobiliser 36 milliards de francs CFA pour le refinancement de prêts au logement des banques actionnaires de l'UEMOA. Cette action a été rendue possible grâce aux efforts des investisseurs institutionnels et particuliers de toute la région qui y ont cru. La CRRH UEMOA est de retour en force cette année et cette nouvelle émission a été marquée par une large adhésion des investisseurs. Le montant de 36 milliards de francs CFA a été intégralement levé et la période de souscription a même été clôturée un jour avant la date prévue, ce qui démontre le grand intérêt porté par les investisseurs. Donc, merci encore une fois pour la confiance que vous nous avez témoignée en accompagnant la CRRH UEMOA dans sa mission d'amélioration du financement du logement dans notre sous-région. Depuis le début de l'année 2023,
Ce sont 11 nouveaux emprunts qui ont fait leur entrée sur le marché financier pour une valeur totale de 1 383,21 milliards de francs CFA. La capitalisation du marché obligataire de la BRVM s'élève à ce jour à plus de 9 985 milliards de francs CFA. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de AgriFinance 2023 à Abidjan. Il s'agit d'un cadre de rencontre et de partage d'expériences initié pour soutenir les actions de développement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat agricole. L'édition 2023 qui se tient sur 2 jours a pour thème « Quel système alimentaire pour un développement socio-économique et environnemental en Afrique ?» Retour sur les enjeux de la rencontre avec Mondésir Nascimento et Ézéchiel Siri. Abidjan, capitale panafricaine de l'entrepreneuriat agricole, le temps de AgriFinance 2023. Ils ont tous répondu présents ici à la Kestab au plateau pour prendre part à la réflexion autour du thème « Quel système alimentaire durable pour un développement socio-économique et environnemental en Afrique ?» 48 heures durant, ce cadre de partage d'expériences verra la contribution des décideurs politiques africains, des institutions de développement, des banques, des assurances, des fonds nationaux, des producteurs, des instituts de recherche, des universités et des cabinets spécialisés dans les levées de fonds. À un moment donné, nous avons jugé bon d'initier ce cadre de rencontre qui, il faut le dire, est un cadre, c'est une rencontre d'information, de partage d'expérience entre décideurs politiques et aussi d'opportunités d'affaires. Ce qui permet aujourd'hui aux jeunes, aux chercheurs, et également aux décideurs politiques de participer au débat sur la base de thématiques. Les attentes du gouvernement ivoirien sont nombreuses. Déjà, par cette coopération sud-sud, nous sommes là pour qu'il y ait des échanges d'expériences. La réflexion sur les systèmes alimentaires pour un développement socio-économique environnemental durable est d'autant plus important que 60% des terres arables avec une agriculture qui représente 20% du PIB du continent. L'agriculture est donc un réservoir d'emplois qui pousse significativement à la croissance économique des pays. L'intérêt de Agri-Business Forum 2023, c'est un outil de développement. C'est pour encourager la jeunesse et aussi rassembler les gens, parce que c'est quand on est ensemble qu'on peut réussir. Voilà, on est ici un peu pour faire la promotion des produits locaux transformés. Voilà. Donc on dit bienvenue à AgriFinance qui va donner un peu la lumière aux agrotransformateurs et au monde agricole pour leur permettre d'avoir quelques financements, pour leur permettre aussi de se développer. AgriFinance Forum 2023 refermera ses portes ce mercredi 26 avril. Le cadre de rencontre devrait permettre aux acteurs africains engagés dans des activités agro-silvo-pastorales, halieutiques et foliques de proposer des projets innovants dans le secteur et pour formuler des recommandations aux décideurs. Et toujours dans cette dynamique, le programme national de la microfinance participative et de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire a été présenté lors de l'ouverture de la 2e édition de AgriFinance Forum. Un projet mis en œuvre par l'UNACOPEC Côte d'Ivoire en vue de soutenir la chaîne de valeur agricole, nous dit Walter Kofi. Un accord de prêt signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement à hauteur de 11 milliards de francs CFA en vue d'intégrer les personnes à faible revenu du monde rural dans le tissu économique. Ce projet porté par l'UNACOPEC CI a fait l'objet d'une présentation lors de la 2e édition de AgriFinance Forum ouvert ce mardi 25 avril à Abidjan. Dénommé Programme national de la microfinance participative, il vise 60 000 bénéficiaires qui seront financés et formés à devenir de véritables acteurs économiques. La particularité de ce type de financement dit participatif est basé sur les 5 piliers de l'islam. Voilà, donc en fait il faut retenir simplement que c'est un financement dit participatif. On partagera en fait les risques et les avantages d'un financement. Plutôt que de vous donner un crédit et puis vous nous remboursez avec des intérêts, on dit non, cette fois-ci on va aller en cofinancement, en co-construction d'un projet qu'on va financer et à la fin on partagera les bénéfices. Donc, il faut dire que la finance participative, la finance islamique, a cette particularité-là que
quand il intervient, il permet de renforcer la sécurité. Il permet de renforcer la réduction de risques sur l'investissement. Et c'est cet aspect-là de bien faire les choses qui permet de rassurer aussi bien l'investisseur que c'est lui qui reçoit les fonds. Première institution de microfinance en Côte d'Ivoire, l'UNACOPEC CI se positionne comme l'un des champions de l'innovation grâce à ses produits et services variés en faveur des agriculteurs et micro-entrepreneurs qui ont des accès plus faciles à des financements structurés nécessaires à leur développement. Et parlons santé alimentaire dans cette édition. Inades Formation a organisé une campagne de sensibilisation sur les pesticides dénommée Caravane Conscience Alimentaire à l'endroit des populations de la commune de Cocody ce mardi. Cette campagne avait pour objectif spécifique d'informer, sensibiliser les agriculteurs, usagers et consommateurs sur les dangers des pesticides, mais aussi de les encourager à adopter des pratiques agricoles plus saines. Cette activité a permis aux initiateurs d'inviter l'État à une meilleure régulation de ce secteur, nous dit Michel Brou et Augustin Kra. Inviter les populations à l'usage de pesticides bio, tel était le contenu du message prôné par une trentaine de représentants de producteurs venus des régions de la Côte d'Ivoire à la caravane de sensibilisation de l'Inades Formation sur les pesticides chimiques. Après une séance de briefing au marché Ngouanka Mathias à Cocody Saint-Jean, le cap a été mis sur les carrefours de la Rivera 2, la Palmeraie, le marché de Cocovico à Angré. L'accumulation de pesticides chimiques de synthèse crée la pollution dans le sol, la pollution dans les étangs, la pollution dans les eaux et ça tue tout ce qu'on peut avoir pour consommer qui vivent dans ces milieux. Et en même temps, les pesticides chimiques de synthèse se retrouvent dans les récoltes et dans les aliments que nous consommons. Et ça crée des problèmes de santé qui sont en train d'émerger qu'on ne connaissait pas avant. Tout comme le compostage, la promotion de l'agriculture biologique et l'usage des méthodes naturelles de lutte contre les ravageurs ont été présentés afin de faire comprendre aux consommateurs les enjeux environnementaux et de santé publique liés à l'usage des pesticides chimiques. Sinon, depuis près de 25 ans, où j'ai découvert le produit chimique dans le riz local, j'étais dépaysé. Mais comment on va s'exprimer? On a oublié de vendre. Malgré les produits chimiques qui nous tuent, mais le riz est devenu 35 000. Où il n'y avait pas de produits chimiques, le riz était à 12 000 et puis on mangeait, on était content. La plupart des produits qui sont à base de pesticides sont beaucoup sur le marché. C'est là-bas que les gens vont s'en procurer. Voilà. Donc l'État, à son niveau, doit interdire tous les produits à base de pesticides dans l'agriculture. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Sinon que c'est une très bonne chose de sensibiliser la population pour pouvoir les épargner des maladies. Le consommateur a aussi le droit de choisir ce qu'il mange en connaissance de cause. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que le consommateur sache si ce que je mange me procure de l'énergie et la santé, voilà, comparativement à un autre produit qui détruit la santé. Rappelons que la campagne Conscience Alimentaire a été lancée depuis le 21 mars 2021 par Inades Formation. Elle entend amener les acteurs du système alimentaire à prendre conscience des enjeux durables des produits alimentaires et agir pour une agriculture respectueuse et responsable de l'environnement et de la santé des personnes. La journée mondiale contre le paludisme a eu lieu ce mardi en Côte d'Ivoire. Comme dans plusieurs pays africains, cette journée se déroule dans un contexte d'énormes espoirs car la lutte contre la maladie connaît d'importants progrès ces 2 dernières décennies. Cependant, on constate une recrudescence des cas de décès imputables au paludisme. Une trouvaille du programme national de lutte contre le paludisme pourrait changer la donne. Il s'agit de la lutte anti-larvaire. Elle consiste à éliminer les moustiques sur le lieu de reproduction en utilisant des drones. Allons à la découverte de ce nouveau projet sanitaire avec notre confrère Mambo Abbé. Malgré son taux de mortalité qui a baissé progressivement pour atteindre 4,4 décès pour 100 000 habitants par an, le paludisme continue d'être l'un des principaux motifs de consultation hospitalière en Côte d'Ivoire avec un taux de 33%. Cette maladie est provoquée par le plasmodium, parasite qui est transmis à l'homme par la piqûre de la femelle du moustique de type anophèle qui se reproduit généralement dans les eaux stagnantes. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, par l'instabilité de son climat
et par sa végétation, est favorable à la reproduction de ce vecteur. À ces facteurs naturels, il faut ajouter l'insalubrité et les comportements humains, responsables de l'existence de nombreuses eaux stagnantes dans les localités du pays. La lutte anti-larvaire est une stratégie qui vient renforcer la lutte antivectorielle initiée par l'État ivoirien en 2016. Cette stratégie vise à réduire significativement la population des moustiques en les éliminant sur leur lieu de reproduction. Le programme national de lutte contre le palu a tué les vecteurs dans les maisons. Avec la pulvérisation intradomiciliaire, avec les moustiquaires imprégnés, ce nouveau projet a pour objet de tuer le vecteur dans son lieu de reproduction, comme vous voyez ici les rizières et les flaques d'eau. Mise en œuvre depuis 2022, la lutte anti-larvaire s'opère à l'aide de moyens innovants, comme les drones, utilisés pour la cartographie des gîtes à traiter, mais également pour l'épandage rapide des larvicides sur de larges superficies et dans les gîtes larvaires difficiles d'accès. Selon son mode opératoire, une fois la cartographie effectuée, une étude est menée sur les sites potentiels pour identifier la nature des larves. Les gîtes retenus sont ensuite traités avec des larvicides de façon mécanique ou en utilisant des drones pour les larges étendues et les points difficilement accessibles. Cette phase est soutenue par une sensibilisation des ménages qui doivent désormais savoir repérer les maternités de moustiques dans leur environnement et les détruire. La dernière étape consiste à mesurer l'impact de l'intervention par une post-évaluation. Cette activité sera menée cette année 2023 dans les districts sanitaires d'Agboville, de Tiasalé, de Mans, de Biankouma, de Touba et de Koro. Dans toutes ces localités, les études de préévaluation ont déjà débuté. Ici, nous sommes venus faire des prélèvements pour la recherche des larves des anophèles, ceux-là qui donnent le paludisme. On regarde dans l'eau, on trouve les larves, on les ramasse et on les envoie au labo pour les analyses. Mais déjà, je viens de prendre quelques-uns déjà. Ils sont du premier, deuxième stade et aussi quelques nymphes qui sont déjà prêts à devenir des moustiques. Pour pouvoir maintenir les acquis de la lutte anti-larvaire, les communautés bénéficiaires doivent adopter les principales mesures de prévention qui consistent à dormir chaque nuit sous des moustiquaires imprégnés et à prendre soin de leur environnement par l'élimination de tout ce qui peut servir de lieu de reproduction de moustiques. Objectif: zéro paludisme en Côte d'Ivoire, nous nous engageons. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre la journée de lutte contre le paludisme, Abidjan n'est pas resté en marge de cet engagement. Dans la commune de Yopougon, l'entreprise Azito OEM a rassemblé les populations. Il s'agissait de les sensibiliser afin qu'elles s'investissent, innovent et mettent en œuvre les méthodes avérées pour l'atteinte de l'objectif 0 cas de paludisme. Mon désir Nascimento et Doumbia Yuba. Nous pouvons dire adieu au paludisme. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt à cause du paludisme selon l'OMS. Les populations perdent beaucoup de revenus du fait de ce ralentisseur du potentiel économique et financier familial. Ce tableau sombre interpelle tous pour un combat contre le paludisme. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme, l'entreprise Azito OEM a continué la mobilisation des populations des villages Béago et Azito. L'objectif est d'appeler l'ensemble des habitants de ces villages à maintenir les bonnes pratiques pour une lutte gagnante contre le paludisme, mais aussi procéder dans ce cadre à un don. Un don d'une valeur de 15 millions de francs CFA composé de matériel et d'équipements, mais aussi de réactifs pour les dépistages et analyses. Ce don contribuera à relever le défi 0 cas de paludisme à Azito et Béago, a mentionné Marie Bléou, représentante de Honora Bois, directeur général de Azito OEM. C'est pour nous une occasion de plus d'investissement financier. Nous voulons contribuer, assurer une vie saine dans la société et à promouvoir le bien-être de tous. Nous pensons pouvoir y parvenir en apportant un soutien aux centres de santé existants par le renforcement des capacités, des travaux de rénovation, la fourniture d'équipements, les campagnes de sensibilisation des communautés et la construction
des centres de soins de base. Des sketchs des petits-enfants venus des groupes scolaires du village Azito OEM ont permis de sensibiliser davantage les populations. Les autorités locales, quant à eux, saluent l'engagement de Azito OEM. À chacune des fois que j'ai tendu la main vers Azito OEM, il n'a cessé de répondre. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans ce cadre pour continuer la sensibilisation. Pour la lutte contre le paludisme, plusieurs activités ont déjà été menées depuis le 17 et se poursuivent jusqu'au 30 avril. Le thème choisi pour cette année est 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre. Et direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, après le succès remarquable des 3 premières éditions des conférences africaines en tribologie en 2014, 2017 et 2022, c'est Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, précisément l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, qui va abriter la 4e édition. Le lancement a eu lieu ce lundi 24 avril au sein de la dite école, en présence de plusieurs participants venus des 4 coins du monde. Cette 4e édition mettra l'accent sur les défis tribologiques actuels et futurs à relever par les chercheurs académiques et industriels pour améliorer notre avenir. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Ils sont venus des 4 coins pour prendre part à cette 4e édition des conférences africaines en tribologie. Cette science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire entre 2 systèmes matériels en contact, immobiles ou animés de mouvements relatifs. Au cours de cette conférence, plusieurs thématiques seront abordées, telles que la tribologie dans le transport, dans l'industrie, dans l'environnement spatial, dans la production d'énergie à échelle nanométrique ou encore intelligente. Un grand enjeu pour la Côte d'Ivoire car elle va permettre aux étudiants et à la jeunesse de connaître la tribologie. Les enjeux de cette conférence, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes étudiants et doctorants de l'INPHB et plus généralement de la Côte d'Ivoire à une science qui s'appelle la tribologie, science du frottement, de la lubrification et de l'usure. Ça permet de pouvoir, entre autres, faire réaliser de la maintenance préventive et prédictive pour pouvoir optimiser le développement et le fonctionnement des industries, donc du système économique et social de tout pays. Un honneur pour l'INPHB de Yamoussoukro d'accueillir cette conférence. Un grand honneur pour nous d'accueillir une forte délégation provenant de quasiment tous les continents du monde au sein de l'INPHB pour parler d'une thématique, le nom qui est très peu connu, mais la discipline et l'incidence en fait de cette science est largement connue. Cette cérémonie de lancement était placée sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME représentés par un de ses plus proches collaborateurs au niveau local. Rendons-nous à présent à Gagnoa commune où l'honorable Camara Zon a pris part à la prière marquant la rupture du jeûne du Ramadan. À l'occasion d'une rencontre religieuse qui s'est tenue à la mosquée Sénoufo de Gagnoa, le reportage est signé Gervais Amani. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux publics de la capitale de la région du Gor pour adresser des prières à Allah. Ils ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Une occasion pour le député de Gagnoa commune, l'honorable Camara Zon, accompagné par une forte délégation de cadres du RHDP du département de Gagnoa, d'implorer Dieu à la mosquée Sénoufo du quartier Djoulabougou. Féliciter, remercier tous les guides religieux de la commune de Gagnoa, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, pour avoir prié pendant tous ces mois, pendant toute l'année, afin qu'il y ait la paix à Gagnoa. Dans son sermon, l'imam de la mosquée Sénoufo de Gagnoa a appelé tous les fidèles musulmans au rassemblement à quelques mois des élections municipales et régionales 2023. Et à Korogo, les fidèles musulmans se sont réunis pour accomplir la prière de Ramadan. C'était ce vendredi dernier dans la mosquée La Bienfaisance. L'imam, dans son sermon, a invité les fidèles à mettre l'éducation des enfants au centre de tout avant de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara Daouda, notre correspondant régional dans le district autonome des Savanes.
C'est la nouvelle grande mosquée, la bienfaisance du quartier zone industrielle de Korgo, construite par l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires Émirats Arabes Unis, qui a abrité la prière de la fête de l'Aïd el-Fitr 2023. À 8 h, les musulmans avaient déjà répondu à l'appel. La prière du jour peut commencer. Remarquez que la mosquée a été bien bâtie, elle est bien grande, elle permet d'accueillir un bon nombre de fidèles. Vraiment, alhamdulillah rabbil alamin, vraiment l'adoration qu'on a eue ici, vraiment on est très satisfait. Vraiment, vu la foule qui est sortie, vraiment alhamdulillah. L'édifice là, dans le quartier où on a construit, c'est-à-dire que c'est un quartier où ils avaient besoin d'une grande mosquée, parce qu'il y a du monde. Et tous les musulmans doivent se réunir pour fêter cette fête, parce qu'on n'a que deux fêtes. La fête de Eid el-Fitr et puis fête de Eid el-Adha, que Dieu nous a donné. On le remercie pour ça. 13 h, la grande prière du vendredi a vu la présence du ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly. Il a sollicité les imams et les fidèles à prier pour la Côte d'Ivoire entière. Et c'est ici que s'arrête l'édition de l'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.